Bonjour à tous. Dites, j'ai un peu l'impression qu'il devient, important de reparler d'histoire. Vous pensez pas? Alors, cette petite vidéo, c'est pour vous annoncer qu'on ouvre un nouveau volet sur Fréquence Populaire Média et éventuellement, par la même occasion, un nouveau front, même si c'est un front qui n'a jamais été, fermé, par ailleurs. Bon, vous le savez, sur Fréquence Populaire, on parle beaucoup de politique, d'économie, de social, mais aussi énormément de géopolitique, parce qu'effectivement, ce sont les sujets du moment qui s'imposent à nous et que ceux-ci ne sont pas sans incidence sur tous les autres aspects de notre vie. La géopolitique, par exemple, et de fait, ramène très souvent à la question historique. Et cela, autant quand on parle du Haut-Karabakh que de l'Ukraine, de l'Iran, de l'ex-Yougoslavie, de la Turquie, bon, etc. Très souvent, il ne s'agit pas spécifiquement de l'histoire des 30 dernières années, ça peut être le cas, mais des fois ça remonte sur des siècles en arrière. On évoque la civilisation persane qui est séculaire quand on parle de l'Iran. L'Ancien Testament est mis en avant par l'extrême droite israélienne qui croit que c'est un livre d'histoire. Beaucoup de problématiques font l'objet d'une invocation du colonialisme ou de l'esclavage quand on parle de certains pays. Bon, à tort ou à raison, le débat territorial sur le Donbass et la Crimée, ça s'appuie aussi sur des arguments historiques. Dès qu'on parle de laïcité, on évoque la loi de 1905, etc., etc. Alors, que les argumentations soient quelquefois, voire souvent partielles ou biaisées, ça n'empêche pas de comprendre que le poids réel ou supposé de l'histoire interfère avec des problématiques actuelles. Et elle est évidemment souvent un peu tordue dans le sens des intentions politiques actuelles ou les préoccupations de notre époque. On a pu constater ces derniers temps une certaine tendance parfaitement navrante, mais surtout de plus en plus fréquente, entre autres chez certains hommes politiques, à instrumentaliser différents faits historiques à leur avantage ou aux besoins de leur discours au prix d'une distorsion, voire d'une négation des faits ou de ce que l'on en sait, quand ce ne sont pas carrément des légendes inventées de toutes pièces. Alors, ça fait partie des pratiques qui existent de longue date, ça a toujours été fait, mais de toute façon, même avec les meilleures intentions du monde et la volonté d'honnêteté intellectuelle la plus forte, l'histoire n'est pas neutre. Même si on ne fabrique pas des faits de toutes pièces et qu'on cherche à s'en tenir à l'essence même de ce que l'on sait, on va nécessairement, vu la complexité de chaque sujet, faire une sélection, une mise en relief de ce qui nous semble important et significatif, peut-être aussi des impasses ou des choses insuffisamment développées. On cherche un angle d'analyse et ce simple choix n'est donc pas tout à fait neutre. On expliquera sur les émissions à venir pourquoi certains faits sont quelquefois mis en exergue pour des raisons et des enjeux circonstanciels à une époque, mais des fois, il y a une manière éhontée de refaire l'histoire en prenant des partis pris totalement biaisés, voire mensongers. Il y a donc des émules d'Alexandre Dumas. Vous savez, Alexandre Dumas, c'était le roi du roman à trame historique. Il en a pendu une palanquée, et qui disait « Il est permis de violer l'histoire à condition de lui faire de beaux enfants ». Ces émules, qui pensent à peu près pareil, sévissent ces temps sur toute liberté, et chez certains politiques, influenceurs ou médias,
il n'est même pas question de faire de beaux enfants. Il est question de servir un narratif, quelquefois parfaitement inexact, mais qui sert des intérêts politiques ou économiques ou religieux. Et on ajoutera que l'inventivité et le copartage de fake news et de faits biaisés viennent de toute tendance politique. Alors, un petit florilège. Très récent en plus celui-là. Pétain a protégé et sauvé les Juifs. Il était le premier des résistants. Le nazisme, c'est de gauche. Le drapeau français est né d'une grève antiraciste. La Commune de Paris, c'était déjà le communisme. C'est un complot de la droite qui a fait tomber Robespierre. Ah, Robespierre, ce dictateur sanguinaire. Alors, c'est pas les mêmes qui vous disent ça, hein, mais voilà. C'est le Front populaire qui a voté les pleins pouvoirs à Pétain. Puis après, les grands classiques, Napoléon Ier était un tyran, ou alors, à l'inverse, Napoléon III était socialiste. La République a organisé un génocide vendéen. La République française était le résultat d'un complot franc-maçon. Bref, on a plein de gens qui vont vouloir utiliser l'histoire, ou la tordre un peu, ou beaucoup, dans le sens qui leur va bien. Et il y a des périodes où ce genre de pratique est exacerbé, et nous sommes dans une de celles-ci. Bon, du coup, ça va un petit peu trop loin, parce que en ces heures de complotisme débridé sur n'importe quel sujet, on voit, tel le monstre du Loch Ness, ressurgir, par exemple, le fameux complot franc-maçon que j'évoquais précédemment, à toutes les sauces, y compris et surtout les plus improbables. Les plus improbables, c'est non plus quand on y met des reptiliens dans l'affaire, quoi. Bon, et puis, on s'en parlait de certains grands spectacles problématiques, mais à trame historique, qui ont défrayé la chronique cet été, et puis des fois pour l'un d'entre eux depuis beaucoup plus longtemps. Bon, quelque part, le problème que l'on a, notamment dans ce pays, c'est que l'enseignement de l'histoire s'affaiblit quand même beaucoup, et que du coup, les théories les plus délirantes peuvent trouver un public chez des gens qui ne sont pas informés, qui ne sont pas éduqués à l'histoire, et il faudra aussi qu'un jour on parle des problématiques liées à l'enseignement de l'histoire. On dit souvent qu'un peuple qui ne connaît pas son passé se prépare à le revivre. Ça, c'est la citation. Bon, c'est un raccourci un peu lapidaire, parce que d'autres disent que l'histoire ne se répète pas, elle balbutie. Mais ça devrait nous interpeller un peu quand même. Donc, l'objectif que nous avons sur Fréquence Populaire, ça va être d'en parler un peu plus, de rétablir un certain nombre de faits, de contextualiser un certain nombre d'éléments, de mettre en place, de mettre des choses en perspective, et surtout d'avoir une approche critique des faits, des sources historiques ou des représentations contemporaines, et le tout dans une approche de vulgarisation et d'éducation populaire. L'idée, c'est pas de refaire de la recherche universitaire de haut niveau. Il faut une formation très longue pour ça. C'est peut-être bien des fois de se tenir à des choses qui sont très basiques, qui sont des fois communément admises et qui ne sont pas toujours d'une exactitude totale. Voilà. Alors, l'approche critique, c'est vraiment très important en parlant d'histoire, parce que une source historique écrite, orale ou même picturale doit être interrogée. De quand date-t-elle? Est-ce qu'elle est contemporaine des faits relatés ou est-ce qu'elle est postérieure? De combien de temps? Quel est son auteur? Quels intérêts sert-il? Quelles sont ses intentions? Dans quel contexte produit-il ce texte, cette information? Quels sont donc ses biais? On va prendre un exemple. L'histoire des croisades, c'est pas le même regard si elle est racontée par des contemporains côté croisé, je pense à la chronique anonyme de la première croisade, ou si elle est racontée par d'autres habitants de la région qui vont pas forcément avoir la même approche ou la même vision.
pense notamment au livre d'Amin Malouf, Les croisades vues par les Arabes. Et idem, sur le sujet des croisades, pour rester dessus, la version servie par un René Grousset, qui avait sorti une histoire assez monumentale des croisades dans les années 20, elle sert peut-être un narratif qui est potentiellement moins impliqué, à première vue, mais qui est peut-être aussi impacté par les connaissances ultérieurement emmagasinées, et aussi dans le contexte de l'époque, puisque le contexte de l'époque, c'est quand même que la France exerce un mandat de la Société des Nations sur les territoires de la Syrie et du Liban. Donc il y a peut-être une vocation de légitimer tout ça. On en reparlera peut-être un jour. Voilà. Alors, autre question, si la source contemporaine est écrite par un contemporain des faits, elle a pas mal de chances de refléter un parti pris, une certaine partialité, notamment si l'auteur est un protagoniste. La guerre des Gaules racontée par Jules César, par exemple, ça serait pas tout à fait raconté par ce Vercingétorix s'il avait pu écrire. Et puis peut-être que Vercingétorix nous aurait raconté d'autres choses, ou d'autres aurait donné un autre éclairage sur les faits. Bon, si par contre la source historique, elle est née, et son auteur avec, 200 ans après les faits en question, on peut se demander comment s'est faite la transmission des sources primaires, et aussi pourquoi cet auteur éprouve le besoin d'en parler à ce moment-là, quels intérêts il veut servir au moment où il l'écrit, etc., etc. En fait, le discours sur une période historique ou sur un événement donné, ça raconte peut-être autant de choses sur son époque, sur l'époque où c'est écrit, ou sur son auteur. Et puis, évidemment, c'est bien connu que l'histoire, elle est faite par les vainqueurs. Et que des fois, c'est encore plus facile pour les vainqueurs d'être les seules sources sur le sujet lorsque les vaincus sont des civilisations sans écriture ou des civilisations de tradition orale. C'est comme ça qu'on a pu se retrouver avec une expression particulièrement malheureuse de Nicolas Sarkozy, expliquant en Afrique et à un public africain que l'homme africain n'était pas encore entré dans l'histoire, ce qui était une aberration totale, ou à tout le moins un propos particulièrement malheureux. L'homme africain n'a en réalité pas attendu pour faire l'histoire de son continent, sur une partie duquel d'ailleurs l'écrit existait. Il y a des bibliothèques, des trucs très anciens au Mali, par exemple. Il y a une histoire de l'Afrique, il y a des personnages dont on a fini par entendre parler. On a entendu parler de l'Empire du Mali, de l'Empire Songhai, etc., etc. Il s'est passé des choses importantes, mais simplement, il n'y a pas d'écrit dans certaines parties du continent. Donc, les seules sources écrites qu'on va avoir, ça va être forcément celles des colonisateurs du 19e siècle. Voilà. De la même manière, un autre exemple concernant les tribus germaniques au début du 1er siècle après Jésus-Christ, les sources qu'on a, elles sont pas d'origine germaine. D'autant plus que les tribus germaines ne se définissent pas comme faisant partie d'un peuple germain. Pour les Gaulois, c'est pareil d'ailleurs, hein, ils ne se définissaient pas comme Gaulois. C'est les Romains qui les ont appelés comme ça. Bon, toutes les sources sont uniquement d'origine romaine. Alors, on pense notamment, et principalement à Tacite, qui a probablement jamais foutu les pieds en Germanie, et on peut se demander si, en décrivant les tribus germaines, leur mode de vie, etc., il voulait décrire réellement ces gens sur la base de renseignements de seconde main, ou surtout envoyer des messages subliminaux à la société romaine de son temps. Donc il y a des sources écrites qu'il faut pouvoir prendre avec un peu de pincette, qu'il faut essayer de pouvoir lire entre les lignes, qu'il faut pouvoir recouper, contextualiser, etc. Voilà. Et puis pareil, concernant l'histoire des faits historiques, est-ce qu'ils ont eu l'importance que l'on pensait ou pas? Le baptême de Clovis ou la bataille de Poitiers menée par Charles Martel, est-ce que ça a été perçu à l'époque
comme quelque chose d'important et dans quelle mesure? C'est parce qu'effectivement, les faits historiques, sont pas perçus de la même façon selon les époques. Pourquoi certains ont été mis plus en lumière que d'autres à un moment et pas à un autre? Et dans quel but? Qui cela servait-il? Pour quelles raisons? Et cetera. On revient à la même problématique. Et puis on peut se poser d'autres questions, hein, en ce sens, c'est quoi la pertinence des découpes de temps en périodes? Comment dater la fin de l'Empire romain d'Occident, par exemple? Ou de l'Empire romain tout court, parce que des fois on oublie qu'il restait un Empire romain qui a vécu 1000 ans de plus. Alors, est-ce que ça colle avec le sac de Rome par les Visigoths? Ou est-ce que c'est lors de la déposition du dernier empereur romain d'Occident, Romulus Augustule, par exemple? Est-ce que les contemporains vont bien identifier la fin de celui-ci à ce moment précis? Ou au contraire, est-ce qu'ils ont eu l'impression que c'était une simple péripétie et que de toute façon, on restait dans une continuité? C'est pareil, comment dater la fin du Moyen Âge? Est-ce que c'est la chute de Constantinople? Est-ce que c'est l'arrivée de Christophe Colomb aux Antilles? Est-ce que c'est l'invention de l'imprimerie? Bon, on peut se poser d'autres questions. Et puis, l'autre question importante qu'on peut se poser, est-ce que vu d'Asie ou d'Afrique, c'est pertinent? Donc il y a donc en fait une falsification d'histoire, des contre-vérités absolues, et puis après il y a toute la mise en relief de certains points d'histoire pour des fois en camoufler d'autres, ça peut être un choix, ou tout bêtement, tout simplement, parce que ça a un avantage particulier, à un moment donné, de mettre en lumière un fait historique précis. Ou alors, une évolution de la recherche finit par changer la donne, car les connaissances universitaires, elles évoluent tout le temps, et la technologie peut faire parler l'archéologie ou l'analyse des sépultures différemment de ce que l'on croyait savoir. Ce qui semblait flou peut recevoir un nouvel éclairage, ce qui semblait une vérité acquise n'est plus si exact qu'on pensait, etc., etc. C'est pas parce qu'il y a des gens qui veulent vendre un autre truc, c'est peut-être aussi tout simplement, il faut pouvoir intégrer que il y a des éléments qui contredisent une théorie et une théorie ou une analyse, et en fait l'évolution de la science historique se fait toujours sur le mode d'une recherche d'une recherche de revalider ce que l'on sait, et puis éventuellement quand il y a un truc qui colle pas, on est obligé de le soulever, d'en tenir compte. Alors, souvent aussi, ce qu'on connaît, ce qu'on mémorise, c'est les faits importants, les batailles, les événements ou certains personnages. On en parlera beaucoup. Et par exemple, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait examiner sous cet angle-là qui concernent ces sujets. À qui ça sert d'en parler? À quelle époque ça s'est écrit? À qui le rédacteur veut-il faire plaisir, etc. Donc, on peut parler, par exemple, la vie des 12 Césars écrite par Suétone, où on disait pique-pendre certains empereurs par rapport à d'autres. Caligula, est-ce qu'il faisait preuve de folie en nommant son cheval sénateur? Ou est-ce que, ce faisant, il envoie un message politique? Est-ce que Néron est aussi dingo que mal aimé que Suétone l'a dit? On n'en est pas certain. Des fois aussi, tout simplement, on dit du mal d'un personnage quand le précédent dirigeant est tombé et qu'on va faire plaisir à son successeur qui l'a renversé en disant à quel point l'autre était méchant et illégitime, etc. Ce qui servira à légitimer le pouvoir du nouveau et à renforcer celui-ci. Bon. Et également, on peut regarder avec beaucoup d'intérêt le fait que les Romains, mais pas que, se donnent une origine légendaire pour justifier leur prédominance. Alors, on va parler un peu de ces histoires d'origine légendaire. Vous connaissez tous l'Iliade et l'Odyssée, les histoires des Grecs et des Troyens qui se tapent dessus pendant 10 ans sous les murs de la ville de Troie, et puis qui finissent par prendre la ville grâce à un stratagème qui est quand même, qui me semble quand même un peu gros. Puis la ville de Troie détruite par le feu, ses habitants massacrés, etc. Bon, on dit voilà, il se passe plus rien, hein, les Grecs ont tout massacré. Eh ben non, je trouve des gens pour nous inventer des Troyens qui réussissent à s'échapper et à atterrir à peu près partout en Europe, qui seraient à l'origine de la naissance de Rome,
d'une dynastie franque, qui serait à l'origine d'une dynastie en Angleterre, etc., etc. Bon, on dit que l'histoire est écrite souvent par les vainqueurs, mais des fois les vaincus, s'ils ont la force de frappe idéologique ou la capacité d'écriture, vont aussi tenter de redonner une autre version des faits, pas tant pour établir une réalité historique que pour imposer une vision alternative et servir un narratif eux aussi. C'est comme ça que, par exemple, dans les milieux royalistes tradis, on attribuait la Révolution française à un complot franc-maçon, on en a déjà parlé. Or, chacun sait, comme disait Michel Rocard, que le complot suppose une coordination et une organisation rare, ou peut-être un esprit rare, je ne me rappelle plus, et surtout pour garder secret. Et l'enchaînement chaotique de la Révolution française est plus subi par ses principaux acteurs qu'organisé, puisque la plupart y ont laissé leur tête, que la franc-maçonnerie recrutait aussi beaucoup au milieu aristocratique, et qu'un certain nombre de ses membres ont émigré ou ont été guillotinés. Donc si c'était un complot, c'est un complot, ça serait vraiment un gros complot interne. C'est un peu, voilà. Mais c'est plus facile d'expliquer un effondrement du système monarchique par le complot que par les manquements de ce système. On y reviendra un jour. Au-delà des faits qui sont inventés de toutes pièces, il faut observer que certains faits, certains phénomènes sont, suivant les périodes, mis en vedette, surexposés, pendant que d'autres ont glissé dans l'oubli. Puis ça change de mode. Et suivant les époques, éventuellement, ou les changements de régime, les changements de contexte politique ou géopolitique, l'évolution des rapports de classe, parce que ça existe, ou de l'économie, certains reviennent sur le devant de la scène, certains sont minorés, d'autres sont tus, etc. Et enfin, on va quand même rappeler un principe de base, un événement historique ou même un personnage historique ne survient pas en dehors de tout contexte. Et très souvent, on a tendance à négliger ce contexte, à isoler un événement, alors qu'une succession de petits événements, de petites évolutions ont mené à cette réalisation. Donc c'est toujours important de pouvoir recontextualiser un événement ou éventuellement un homme dans le contexte de son époque, des faits qui l'ont précédé, des rapports sociaux et des mouvements de fond qui sont à l'œuvre dans toute la société. Ça n'empêche pas d'essayer d'approcher la psychologie des personnages, par exemple, mais faut pas en faire l'alpha et l'oméga de toute analyse. Comment expliquer, par exemple, l'arrivée au pouvoir de Bonaparte, le 18 Brumaire, si on ne contextualise pas toute la période qui a précédé et qui a mené à discréditer le Directoire, qui a mené aussi à donner du poids à la force militaire et aux militaires, et qui a poussé certains à appeler de leur vœu un changement de régime. Si Bonaparte est sollicité pour prendre le pouvoir, et bon, il ne se laisse pas prier, hein, c'est peut-être aussi que d'autres généraux qui auraient pu être sollicités par des têtes pensantes du putsch, lesquels étaient à la recherche d'un sabre, comme on disait, ils venaient de mourir ou ne correspondaient pas forcément aux attentes, ou n'étaient pas partants. Donc, du coup, au bout de course, ça tombe sur lui. De la même manière, on peut se poser la question de savoir si la guerre de sécession ne survient peut-être pas que pour un problème d'abolition de l'esclavage. Bon, le sujet de l'abolition des esclavages, ça soulève surtout aussi un problème, une réalité d'évolution économique divergente de deux parties des États-Unis. L'industrialisation au nord et le maintien d'une société agraire au sud, avec les nécessités qui s'y attachent. Alors certaines oligarchies vont préférer l'esclavage, d'autres préféreront le salariat. Mais on se dit qu'il y a aussi des divergences sur l'interprétation de la Constitution. Alors, soit qu'elles servent de prétexte pour faire bonne mesure, c'est quand même un vrai sujet, soit qu'elles rencontrent aussi des sentiments de particularisme local qui sont forcément plus vifs dans une société plus rurale. Cette thèse-là a été évoquée, alors, même si elle perd du terrain, mais par exemple, et pourquoi elle perd du terrain? Parce que
si on regarde si on analyse bien les textes, des divergences des rédactions de la Constitution confédérée, elles n'offraient pas tellement de différence avec celle des États-Unis de départ. La principale porte essentiellement sur la question de l'esclavage. Donc, même si on a posé utilement la question, savoir s'il n'y a pas d'autre chose que la question de l'esclavage, ou si la question de l'esclavage n'était pas un prétexte, enfin bon, bref, c'est quand même, ça donne de nouveaux angles d'analyse. Et du coup, c'était important de poser la question parce que du coup, on obtient des réponses sur la validité. On formule une hypothèse, elle est validée par des éléments, elle est invalidée par d'autres. Et donc, c'est utile aussi pour pas colporter un récit alternatif inexact. Alors, de la même manière, s'agissant de la guerre de sécession, le résultat de celle-ci ne s'explique pas tant, ou en tout cas est très loin de s'expliquer complètement par la qualité des généraux nordistes comparés aux généraux sudistes, mais aussi, et peut-être surtout, par des contextes industriels, des contextes démographiques. En démographique, New York, c'est un port. Les immigrants qui débarquent dans ce port, ils sont souvent invités à aller défendre leur nouvelle patrie, les armes à la main. On a même eu un général nordiste, d'ailleurs, qui parlait allemand, qui parlait qu'allemand. Donc, c'est pour dire. Et puis, surtout, la capacité industrielle du Nord facilite une supériorité technologique, une supériorité d'armement et aussi une supériorité logistique. C'est parce que les équipements sont plus standardisés et qu'on peut fournir plus facilement des munitions au Nord qu'il surclassera le Sud péniblement au bout de 4 ans. De la même manière, la réforme protestante, est-ce que c'est seulement dû au caractère bien trempé de gens comme Luther ou Calvin? Ou est-ce que sa diffusion ne va pas de pair avec, bien sûr, la dérive du clergé catholique, mais ce n'était pas une grande nouveauté, mais surtout l'évolution et l'arrivée de l'imprimerie et de la capacité de diffusion des idées, des informations qui accompagnent. C'est un paramètre important. Voilà, donc il y a eu d'autres tentatives de réforme de la religion catholique, de remise en cause, qui se sont terminées pas très bien et qui se sont pas étendues de la même manière. Donc voilà. Bref, des fois, c'est tout ça pour dire que l'évolution des sociétés, de la technologie et de l'économie, alors même si ça s'incarne pas nécessairement dans des personnages connus, et si donc a priori c'est un peu plus chiant, ou moins ça fera bon les esprits, c'est des fois tout aussi important que des événements ponctuels qui en expriment la conclusion. Voilà, il y a des exemples, les exemples ne manquent pas la matière, on pourra y revenir plus tard. Et puis aussi au-dessus de ça, pas au-dessus, ou en tout cas à côté de ça, il y a tout le poids de la pop culture. La pop culture, c'est le cinéma en tête, mais aussi la BD, l'imagerie, le roman, le dessin animé, éventuellement la chanson, qui introduit un narratif plus ou moins plein d'approximations, en tout cas de raccourcis. Pourquoi? Parce que le propos, c'est pas la vérité, mais l'entertainment. Il faut amuser les gens, il faut leur occuper le temps de cerveau disponible, il faut les distraire, il faut que ça soit sympa. Alors, bien entendu, la pop culture peut se révéler être un instrument de propagande pur et simple. L'Allemagne nazie, l'Union soviétique, les États-Unis ont parfaitement démontré. Il y a des dessins animés de Tex Avery qui sont purement et simplement et très explicitement faits pour soutenir l'entrée en guerre des États-Unis face à l'Allemagne ou pour aider au financement de l'effort de guerre. Voilà. Mais surtout, il y a quand même, dans l'ensemble de ce qui est pop culture, un côté qui est forcément bricolé, imprécis, surtout bien réarrangé, ce qui veut dire romanesque et raccourci à tous les étages. Alors, nous avons pu constater, lors des dernières émissions de Fréquence Populaire, que s'agissant de sujets d'actualité, la contextualisation et le rappel d'éléments historiques s'avéraient nécessaires et qu'il y avait donc lieu de procéder à un travail d'éducation populaire en la matière. Alors,
Notre propos sur cette chaîne sera de parler d'histoire pour pouvoir éventuellement éclairer les événements en cours, ce qui se fait déjà peu ou prou, mais peut-être aussi des événements passés qui n'ont pas forcément grand-chose à voir, ou du moins directement avec l'actualité, et surtout sur lesquels des fantasmes ou des inexactitudes ou des imprécisions gênantes ou des poncifs, voire des images d'Épinal peuvent exister. Face à la perte de connaissances historiques des générations récentes, la solution, est-ce qu'elle est dans le poncif du roman national, que certains, qui sont d'ailleurs pas les derniers à tordre les faits, proposent de réimposer? Le mot de roman, ça veut dire que c'est une histoire romancée, donc arrangée et pour tout dire, embellie pour être attractive, ce qui favorisera plusieurs biais. La grande époque de construction d'un roman national en France, et le mot roman n'est pas anodin, c'est évidemment la Troisième République. Ressusciter en mode copier-coller ce roman national né au XIXe siècle à l'identique parce que alors que justement un quart du XXIe est déjà écoulé, est-ce que c'est bien réaliste? Et de toute façon, les citoyens d'un pays ont plus sûrement besoin, certes, d'un récit mémorisable, mais d'un récit tempéré, documenté autant que possible et qui ne s'exonère pas de parler des zones d'ombre. On a probablement plus besoin de ça que d'un roman qui serait nécessairement flatteur. Alors, cette tentative de lucidité sur l'histoire, sur les événements passés, c'est pas pour se flageller ou s'enorgueillir ou valider des thèses actuelles, c'est juste pour savoir et analyser. Clémenceau avait dit en parlant de la Révolution française qu'elle était un bloc dont on ne peut rien distraire. Il en va de même pour tous les épisodes qui ont précédé ou suivi la Révolution française sur plusieurs siècles. L'historien Marc Bloch, qui était assassiné en 1944 par les nazis, est-ce qu'il disait pas qu'il y ait deux catégories de Français qui ne comprendront jamais l'histoire de France, ceux qui refusent de vibrer au souvenir du sacre de Reims, ceux qui lisent sans émotion le récit de la fête de la Fédération. Ça revenait peut-être au même, mais sur une plus longue période. C'est l'histoire d'un pays, d'un territoire, c'est un bloc dont on peut rien distraire. On peut pas dire ça me plaît bien, je le garde, ça me plaît pas bien. Non, je m'y reconnais pas. On en fait partie. Voilà, c'est comme ça. Ce que veut peut-être signifier Marc Bloch, et peut-être Clémenceau aussi dans son approche plus ciblée dans le temps, c'est qu'un ensemble de faits échelonnés et sédimentés dans le temps constitue l'histoire d'une nation, et c'est pas un fait ou un événement fondateur unique qui la constitue. On doit donc pouvoir les examiner puis les appréhender avec rigueur, pas uniquement parce qu'ils servent un propos qui nous ferait plaisir ou nous valoriserait en tant que citoyens héritiers. Enfin, des fois, c'est le contraire, ça pourrait aussi ne pas nous valoriser du tout. Mais parce que ça concourt à ce que ce pays est aujourd'hui. Si on se base sur l'histoire du territoire qu'on appelle la France. De la même manière, on peut pas isoler le récit national complexe du récit qui est encore plus complexe de l'histoire du reste du monde, parce que les deux interagissent nécessairement. Et puis on rappellera au passage que les frontières, ça évolue. Bref, ça n'a rien de révolutionnaire comme approche, c'est la démarche et la rigueur qu'on demande aux étudiants et aux chercheurs en histoire, dans un monde bien fait. Et en ce sens, donc nous proposons de procéder, alors avec une régularité temporelle qui sera un peu aléatoire, à des productions variées qui iront d'une durée très courte à des durées nettement plus longues, des traitements d'épisodes historiques, éventuellement de personnages symptomatiques, d'idéologie ou de concepts souvent incompris, notamment dans l'histoire des idées politiques. On essaiera d'interviewer des spécialistes, on essaiera d'avoir des retours critiques sur des productions de la pop culture.
ou tout bêtement des petites capsules très courtes, éventuellement pittoresques ou distrayantes, sur différents sujets, pas forcément lourds ou d'une importance capitale, mais juste parce que pour équilibrer aussi. Donc voilà, on vous dit à bientôt sur ce terrain-là et dans l'esprit qui vient d'être exposé ici. Alors, j'en profite, c'est la fin de cette vidéo, j'en profite quand même pour rappeler deux, trois principes. Si ce qu'on a dit vous plaît, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à le partager. C'est une espèce d'avant-propos. Cette vidéo est une espèce d'avant-propos. Vous pouvez aussi utilement le commenter, ça fera monter le référencement. Vous pouvez aussi évoquer des sujets qui vous tiennent à cœur ou peut-être rajouter éventuellement des précisions. Ça ne mange pas de pain. Voilà. Et donc, on vous dit à très bientôt. Avec, on espère beaucoup d'invités différents à qui on donnera du temps long pour exprimer un peu leurs pensées, dont on présentera le travail. Voilà, et on vous dit, c'est donc du coup merci d'avoir suivi, tenu jusque-là, salut et fraternité.